Salut la gang Faberglass de MMA Talk et je suis là aujourd'hui pour mon preview de l'UFC Busan Korean Zombie contre Frankie Edgar. La carte la plus nowhere à laquelle il y a le plus grand nombre de gens ici qui sont intéressés et ça c'est parce que Marc-André Barriault ainsi que Charles Jourdain sont en action sur la carte aussi en compagnie de Cyril Gane, les trois champions de TKO. Tous en action sur cette carte-là. J'ai mes analyses et prédictions complètes pour ces trois combats-là, pour le main event et pour tous les autres combats de la carte, même ceux qu'on s'en balance complètement. Parce que moi, je dois vous l'avouer, quand il y a des cartes en Asie, j'ai tendance à être excité parce que je suis un très grand fan des combattants coréens. Je trouve que c'est des complets fous, ces gens-là, qui défendent la moitié des coups de poing avec leur visage puis qui continuent toujours d'avancer, peu importe ce qui arrive. Et naturellement, on les a toutes, là, les usual suspects sur cette carte-là. Le Korean Zombie, Duo Choi, Kyung Oh Kang, même John Young Park, toutes des malades, sont toutes sur la carte. Donc ça va être très bon. En plus, il y en a deux d'entre eux qui affrontent nos Canadiens. Donc beaucoup d'action. En plein milieu de la nuit, je vous rappelle, je vais faire un live stream. Je vais pas montrer les combats, les gens qui sont là, c'est naze ton live stream, on va voir le fight. J'ai pas les droits de diffusion de l'UFC. Si vous voulez, on peut les acheter, mais ça coûte 500 millions. Il faudrait qu'on se cotise à la gang pour avoir les droits de diffusion de l'UFC. Malheureusement, je ne les ai pas. Donc, ce que je fais, c'est que je vais filmer moi qui écoute les combats. Puis vous, le but, c'est que vous ouvrez votre Fight Pass ou votre stream, là, peu importe comment vous faites ça. Puis vous écoutez les combats en ma compagnie. Et puis c'est magnifique. On réagit ensemble, vous écrivez des commentaires, je dis des niaiseries, on est content si nos amis gagnent, on est triste si nos amis perdent. Puis c'est ça qui arrive. Donc, joignez-vous à moi demain matin, en fait, là, vous voyez vendredi midi, là, tantôt, là, joignez-vous à moi tantôt. Moi, je suis peut-être en train de dormir là, au moment où vous écoutez cette vidéo-là, parce que je ne compte pas vraiment me coucher là, le soir. Je pense que je vais dormir le plus tard possible. Et puis juste Soldier Through. Et puis à 2h du matin, je vais écouter les prelims parce que moi, en début de prelim, il y a des combats qui m'intéressent beaucoup sur cette carte-là que je ne veux pas rater. Et puis à 4h30, je serai en ligne. On réagit à Cyril Gane contre Tanner Bowser. Ensuite, on jase un peu le temps de l'autre combat, le début de la main card, ensuite Marc-André Barriault, John Young Park et finalement un autre combat, puis Charles Jourdain d'Ojoy. Donc on va être là peut-être pendant 3 heures, je sais pas, on va essayer, il faudra que je planifie de la batterie sur mon iPad et puis ces affaires-là, mais bref, allons-y, analyse et prédiction complète pour cette carte-là, le combat principal de la soirée. Oups, désolé, un petit rapport de la soirée, c'est chez les 145 livres. Frankie Edgar contre Chan Sung Jung, le Korean Zombie, un de mes combattants préférés de tous les temps. Et puis c'est un drôle de match-up, je vous dirais, parce que c'est des gars qu'on se disait, oh, ils vont s'affronter un jour ou l'autre, nécessairement. Et puis là, finalement, on apprend que Frankie veut descendre chez les 135 livres, se fait booker à 135 livres, est en train de descendre. Et puis, whoop, Brian Ortega, qui devait affronter Chan Sung Jung, là, j'ai mal que ça arrive pas, parce que ça aurait été le meilleur combat là, de l'humanité, ou presque. Et puis, ben, il s'est blessé. Encore une fois, une blessure au genou, là, au ligament. C'est absolument horrible ce qui arrive avec Brian Ortega, qui est juste pas capable de se battre récemment. Puis c'est ça. Frankie Edgar a décidé de step in, va affronter le Korean Zombie. Et puis c'est sûr que c'est la lutte de Frankie Edgar qui va poser beaucoup de questions dans ce combat-là, mais moi, mon bottom line ici, c'est que Chan Sung Jung est vraiment très très bon au sol. C'est ce qu'on a tendance à oublier, mais tout le monde va se rappeler son classique contre Dustin Poirier, où il avait complètement le out-grappled Poirier, puis out-grappled Poirier en scramblant. C'est une machine à scramble. Donc oui, Frankie Edgar est un bon lutteur. Oui, un très très bon top control, même à 145 livres. Mais Chan Sung Jung, c'est une machine à scramble, puis assez des soumissions, puis scramble, puis assez des soumissions, puis scramble. Puis c'est un gars qui va garder le pace à Frankie Edgar. Fait que je pense pas que Frankie va avoir assez de moments dans ce combat-là où il va se retrouver au sol en contrôle complet du Korean Zombie. Et ça va faire que le restant du combat, ben, je m'attends à ce que ça soit quand même un combat compétitif, mais Chan Sung Jung va être plus grand, va avoir plus de reach, va être le gars qui va aller de l'avant, puis qui va mettre du volume là, sur Frankie Edgar. C'est un combattant de volume, un classique coréen là, de pressure counter-fighting, dans le fond, quelqu'un qui veut aller de l'avant, mettre de la pression sur son adversaire, faire beaucoup de feintes, dans le but que son adversaire décoche une frappe quelconque, puis à ce moment-là, il lance des counters, puis quand je dis
dis des counters, c'est des counters, ça vient en nombre, c'est vraiment un style qui marche très bien, surtout pour ceux qui ont le menton comme Korean Zombie, qui sont capables de le faire toffer pendant 25 minutes ou 24 minutes 59 secondes dans le cas de son combat contre Yair Rodriguez, mais bref, ça je pense que c'est vraiment une anomalie, et puis j'ai pas le choix d'y aller avec Korean Zombie dans le fond dans ce combat-là. Ça va être serré, serré, compétitif. Ça va être compétitif. Je pense pas qu'il va arriver là puis wash Frankie Edgar comme si Frankie Edgar était rien. Je pense cependant que à la longue, j'ai dit ça comme si Frankie allait manquer de cardio, chose qui arrivera pas, mais Chan Sung Jung va juste être toujours dans sa face en train de lancer du volume, puis s'il se fait takedown, ben, il va scramble comme un débile. Donc je pense que même si Frankie réussit à aller chercher du succès dans ce combat-là, il y a un combattant dans la division qui pendant 25 minutes est capable d'être autant voire plus actif que Frankie Edgar. Puis ce gars-là c'est probablement Chan Sung Jung. Il y a Max Holloway aussi là, puis Volkanovski qu'on a vu, mais je parle généralement. Donc, Chan Sung Jung, selon moi, va gagner ce combat-là par décision. Et puis, ça nous mène au co-main event de la soirée. Un autre très, très bon combat chez les 205 livres. Volkan Ozdemir, Alexander Rakic. Et puis, c'est le genre de combat que j'ai comme l'impression que Volkan peut être en train de gagner jusqu'au moment où il ne gagnera plus. Dans le fond, il est bon, Volkan. C'est un bon combattant. On l'a vu dans ses derniers combats faire des efforts vraiment clairs pour manager son énergie mieux. Parce que c'est pas pour rien qu'il s'appelle No Time. Le gars, c'est un malade. Puis il va à 100% dès le premier round. Puis des fois, ça fait qu'il se retrouve avec un peu des petits manques d'énergie en fin de combat qui peuvent venir lui coûter cher pour des décisions, même dans des combats qui ont été plus stratégiques contre comme Dominique Reyes. Je pense que s'il avait uppé un peu le output en fin de combat, il aurait été capable d'aller chercher cette décision-là. C'est pas ça qui est arrivé. C'est un gars qui a tendance à commencer pas mal à son pace le plus élevé, puis graduellement descendre son pace plus le combat avance. Ça va être un bon duel ici, technique. Les deux sont très très puissants, mais tu sais, j'ai l'impression qu'Alexander Rakic est tellement plus puissant qu'un Volkan Ozdemir, surtout avec ses pieds. Ce gars-là est monstrueux, là. Vraiment, c'est un des gros power kickboxers de la division, qui est difficile à amener au sol aussi. Et puis, on l'a vu Volkan à de maintes reprises avoir du succès, s'énerver, puis après un peu manquer de gaz, puis finalement perdre ces combats-là. Donc j'ai comme un peu l'impression que c'est ça qui va arriver, puis il y aura comme pas le temps de manquer de gaz longtemps contre Alexander Rakic. Donc que ce soit fin du deuxième round, début du troisième round, je pense que c'est là qu'on va voir le momentum shifter, et je pense juste que Rakic va complètement allumer Volkan Ozdemir à ce moment-là. Donc j'ai Rakic KO, fin de deuxième round dans le co-main event. Et ça nous mène, oh my god, ça nous mène au combat chez les 145 livres. Duo Joy, Charles Jourdain. Ah, tabarnouche. C'est comme pas un bon match-up pour Charles. Quand tu regardes ça, là, ben comme fou, puis je viens tout juste d'écouter des combats de Duo Choi. Juste à la seconde près, j'ai littéralement enlevé mon Fight Pass, mis mon iPad là sur mon stand, parti le vidéo, plugué mon micro, puis là je suis là en train de vous parler. Donc je venais de faire ça il y a quelques instants, puis tabarnouche, si Duo Choi est encore Duo Choi, ça va être dur pour Charles ce combat-là, parce qu'écoute, Duo Choi, oui, il a vraiment de grosses lacunes défensives. Mais c'est principalement quand il recule. Si tu réussis à le mettre sur le reculon, c'est quelqu'un qui est vulnérable, très vulnérable même, parce que lui, qui avance ou qui recule, il y a juste une chose qu'il sait faire, puis c'est la même affaire que le Korean Zombie. La différence entre lui et le Zombie, c'est que Duo Choi est vraiment très puissant, genre ultra powerful. Il y a un des meilleurs 1-2 que j'ai vu. Il est rapide, il est explosif, il est très athlétique. Là, personnellement, je crois que Duo Choi est probablement plus athlétique que Charles Jourdain, qui, tu sais, entre vous et moi, en termes d'athlétisme, il n'y a pas rien à envier à personne, Charles, mais il y a des athlètes naturels que tu vois, tu sais, dans la cage, puis que ça, c'est vraiment la coche supérieure du niveau athlétique en MMA, puis je pense que Duo Choi est exactement dans cette coche-là, là. Puis ce qui me fait peur dans ce combat-là, c'est que oui, si tu réussis à mettre Duo Choi sur le reculon, il y a de quoi faire avec. Le problème, c'est qu'il y a une manière de le remettre sur le reculon, puis c'est de le frapper assez fort pour le forcer à reculer. Puis écoutez,
même Jeremy Stephens puis Cobb Swanson ont littéralement eu beaucoup de difficultés à avoir assez de power pour backup Duo Choi. Puis Charles, oui, c'est un genre de duo choi lui aussi, là, dans le sens que c'est quelqu'un qui aime avancer, qui aime les pins là, dans la pocket avec des gros strikes. Cependant, Charles n'a pas le punching power de duo choi, n'a pas le punching power de Jeremy Stephens. Il n'y a pas beaucoup de gens là, sur Terre qui ont le punching power de ces gars-là, même Cobb Swanson. Là. C'est vraiment des athlètes différents, puis ça fait que crime. Pour vrai, là, si Duo Choi est Duo Choi, on ne devrait même pas se surprendre s'il gagnait par TKO dans ce combat-là, parce que frappe fort, puis oui, on n'a jamais vu Charles se faire allumer puis se faire mal, mais Charles n'a jamais affronté quelqu'un qui frappait aussi fort que Duo Choi, n'a même pas affronté quelqu'un qui passe proche de frapper aussi fort que Duo Choi. Oui, Kevin Généreux est bon et technique debout. Il n'a pas le punching power d'un Duo Choi. C'est absolument quelque chose d'autre. Ça. C'est un des meilleurs power punchers dans la division. Puis son 1-2 est tellement rapide, est tellement précis. Yo, man, je capote avec ce match-up-là, man. Je capote bien raide parce que pour vrai, j'ai l'impression que ben soit Charles, tu sais, Duo Choi va courir après lui. Charles va devoir essayer de le frapper assez fort pour le faire back-up. Puis je pense que Charles, oui, c'est un gars de volume, que s'il est capable de construire ses attaques tout au long du combat, est capable d'arriver à des finishes assez bien, très surprenant souvent. Charles, c'est plus l'effet de surprise qui fait que, whoop, il te pogne avec de quoi que t'avais absolument pas vu venir, genre un spinning back fist en fin de combinaison, puis whoop, là, genre t'es ébranlé parce que t'avais absolument rien vu venir. C'est pas le gars qui te pète un 1-2 dans la face quand tu t'en attends puis qui t'ébranle quand même. Duo Choi, oui. Fait que j'ai comme l'impression que c'est le genre de combat où Duo Choi va courir après Charles. Charles va essayer de le back-up tout le long du combat avec son power. Puis ben, ça marchera pas. Basically, c'est ça qui va arriver. Ça marchera pas parce que Duo Choi, c'est un peu pour ça que c'est fait knocker contre Jeremy Stephens puis contre Cobb Swanson. C'est parce que lui aussi s'en rend compte que dès qu'il se met à reculer, ça va pas bien. Fait qu'un moment donné, il dit juste garde, fuck it, je ne reculerai pas. Puis là, il s'est mis à échanger dans la pocket avec des power punchers super précis comme lui. Puis ils ont trouvé le menton avant que Duo Choi trouve le menton. Puis c'est ça qui est arrivé basically dans ces combats-là. Maintenant que j'ai dit ça, on ne sait pas quoi s'attendre de Duo Choi. C'est ça ici, là, la clé du combat. C'est qu'il s'est battu en 2016 contre Cobb Swanson. Un an plus tard, un an et un mois, c'était fin 2016, genre décembre 2016. Après, s'est battu début là, janvier 2018 face à Jeremy Stephens. Et on ne l'a pas revu depuis. Là, on est presque en janvier 2020. Donc, c'est presque 2 années complètes sans s'être battu. Et presque 3 années complètes en n'ayant disputé qu'un seul combat pour Duo Choi. Donc, à quoi s'attendre? C'est un gars qui a quand même mangé beaucoup de dommages dans ces 2 derniers combats. C'est quelqu'un qui est dans le prime de sa carrière encore, mais je dirais pas plus proche de la fin que du début, mais ben dans le milieu de son prime. Là. Puis on sait pas trop c'est quoi non plus la situation de son entraînement. Est-ce qu'il est en train de faire son service militaire? Est-ce qu'il a réussi à le repousser? C'est quoi les détails exacts? T'sais, souvent, on a des combattants qui se battent pas pendant 2 ans, genre Brian Ortega. Exactement le meilleur exemple. Brian Ortega, ça fait très longtemps qu'il s'est pas battu. Bon, on sait qu'il y a eu telle blessure, après telle blessure, là, maintenant c'est un genou. On a eu comme un compte rendu de ce qui est arrivé avec Brian Ortega, puis qu'est-ce qui cause le fait qu'il s'est pas battu depuis si longtemps. On n'a aucune nouvelle de Duo Choi. Là. On a réappris que Duo Choi existait quand Charles me dit hey, je vais me battre en Corée contre Duo Choi. Ça faisait 2 ans et plus qu'on n'avait pas entendu parler de lui vraiment, à part pour un combat contre Jeremy Stephens, puis il est redisparu d'où il venait. Donc, à quoi s'attendre de Duo Choi dans ce combat-là? C'est ça qui m'amène à ma prédiction qu'il y a peut-être pas d'allure là, vu que je dis tout ce que je dis depuis tantôt, mais basically on a vu Duo Choi vraiment avoir de la difficulté en termes de cardio dans certains de ses combats. C'est sûr que c'était des estis de combat de malade mental. Là. C'est contre Cobb Swanson, contre Jeremy Stephens. Puis oui, il a juste commencé à ralentir quand il s'est fait taguer. Et puis j'ai aucun doute que Charles va le taguer. Là. C'est le gars le plus ouvert, mais c'est le genre de gars qui va absolument défendre ton power punch avec sa face pour te donner un plus gros power punch dans ta face. Puis ben, ça va être la face qui est capable de mieux le prendre. Charles a montré avoir un très bon menton, mais comme je dis, il n'a jamais affronté un power puncher
comme Duo Choi. Et puis Duo Choi a démontré être presque capable de prendre les meilleurs shots de Jeremy Stephens et Cub Swanson, et ça de façon répétitive. Là. Il est pas arrivé dans ce combat-là, puis boum, mange un power punch de Jeremy Stephens, puis il est tombé comme une planche. Là. Le gars il s'est fait knocker à la fin de deuxième ronde. Contre Cub Swanson, c'était au troisième ronde. T'sais, le gars doit manger une quantité énorme de dommages si tu veux le finir. L'affaire, c'est que ça fait 2 ans qu'on l'a pas vu. On sait pas s'il va être rouillé. Personnellement, je ne sais pas à quoi m'attendre de Duo Choi. Puis pour cette raison-là, combiné avec le fait qu'on l'a vu se fatiguer un peu dans des combats avant, là, ça fait 2 ans que c'est pas battu. Donc, je guesse qu'il va être rouillé. Je guesse pour vrai que si Charles est capable de survivre plusieurs rounds, je pense que plus le combat va avancer, plus Charles va être le plus frais des deux combattants. Et puis, je le vois peut-être, écoute, peut-être au troisième round, Duo Choi, quand il est fatigué, a tendance à shooter pour des takedowns. C'est quelque chose que c'est pas une affaire qui va particulièrement beaucoup chercher, surtout quand c'est le début du combat puis il veut juste mettre des mains sur son adversaire. Mais c'est quelque chose qu'il fait. C'est quelque chose qu'on l'a vu faire auparavant. Puis il a tendance à le faire plus tard dans les combats. S'il est fatigué, puis il shoot sur Charles, je pense que Charles a des très bonnes chances de lui passer une guillotine de la base du takedown. C'est un genre de guillotine comme il a fait contre Alex Morgan. Et Charles a quand même des longs bras pour quelqu'un de sa shape, de sa grandeur et tout. Et il est bon dans ces genres d'étranglements-là. Il est bon pour sneaker. Sa main peut aller chercher les guillotines comme ça avec la main complètement sortie. Là. Pas arm in justement. Guillotine, pas de main, donc pas de bras, ça veut dire. Mais bref, je pense que c'est ça. Ça va être ça ma prédiction là, dans le combat. Je suis peut-être juste un esti de vendu pour être franc avec vous. Mais écoute, si Duo Choi est le Duo Choi là, des beaux jours qu'on connaît, qu'on a vu dans ces 2 derniers combats et dans les combats d'avant, pour vrai, Charles Jourdain est mieux d'avoir une esti de bonne barbe s'il veut pas se faire passer un TKO dans ce combat-là, parce que Duo Choi va être dans sa face à vouloir trader des power punch. C'est ça qu'il veut faire. Puis il y a un tabarnak de menton. Et c'est pas ces 2 dernières défaites qui nous font dire peut-être pas un bon chin Duo Choi. Au contraire, s'il y avait pas un bon chin, ça aurait duré 24 secondes ces combats-là, puis ça a quand même duré 2 rounds et demi, 1 round et 3 quarts, pis ces affaires-là. Donc, si Duo Choi est encore Duo Choi, je comprends pourquoi Charles est underdog dans ce combat-là. C'est vraiment un esti de sale match-up difficile pour lui. Et ça parce que je pense pas qu'il y a nécessairement le power pour back-up Duo Choi. Ceci étant dit, je ne sais pas à quoi m'attendre de Duo Choi. Il va peut-être être rouillé dans la cage. Et puis une autre affaire, là, que faut pas que j'oublie de dire ça, Jeremy Stephens a eu beaucoup de succès au corps contre Duo Choi. Les coups de poing au corps, les coups de pied au corps. Puis je le sais que c'est dans la stratégie de Charles de beaucoup kicker Duo Choi, qui est absolument à game là, de stander devant toi puis de lancer leg kick pour leg kick. Là. Il est super à game de faire ça. Donc si Charles peut frapper au corps, ça va peut-être faciliter le fait que Duo Choi va se fatiguer dans ce combat-là et ainsi l'aider à aller chercher une victoire par soumission au 3e round, qui est ma prédiction. Charles Jourdain, soumission au 3e round. Ça nous mène un combat dont on se sacre complètement et qui va probablement être le moment qu'on va prendre entre nous pour jaser de ce qui vient d'arriver dans le combat de Marc-André Barriault. Et je parle d'un duel entre Daun Jung et Mike Rodriguez. Daun Jung est un kickboxer coréen qui n'est pas... Ben, il y a 2 styles hein, de combattants coréens. Il y a le combattant coréen qui fait du pressure counter fighting, donc il veut mettre la pression pour te forcer à lancer, puis te counter en lançant 13 000 coups de poing. C'est ça que Duo Choi, comme je dis, fait. Chanson John Yun Park. Puis il y a l'autre style de coréen qui est très 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 méthodique, très 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 patient, qui fight en burst, que ce soit un burst pour aller chercher le clinch, aller grinder son adversaire, que ce soit un burst pour lancer une combinaison avec un kick, puis après passe de longues périodes d'inactivité. On va se retrouver contre un combattant qui est un bon kickboxer, là, généralement. Le problème avec Mike Rodriguez, c'est que si tu mets moindrement le doute du takedown dans la tête, sa game, elle fall un peu apart, parce qu'il n'y a pas de takedown defense, puis c'est un des combattants qui semble un peu terrorisé, je vous dirais, de se retrouver au sol. Donc Daun Jung devrait peut-être penser à ça, mais même contre Khadis Ibragimov, on ne sait pas vraiment à quoi il a pensé. Il a fallu que Khadis donne une guillotine pour qu'il finisse par le soumettre. Donc j'ai Mike Rodriguez dans ce combat-là, par décision, basically. Je pense qu'on a 2 kickboxers, celui qui est le plus long et qui va avoir le meilleur range est le plus actif des 2. Donc Rodriguez all the way. Ça nous mène
Oh my god, un duel chez les 185 livres, Jong Yun Park, Marc-André Barriault. Le combat que Marc-André Barriault doit gagner. Oui, parce qu'il est 0-2 dans l'UFC. Oui, aussi parce que c'est littéralement moi qui a dit de demander au matchmaker d'avoir ce combat-là. Puis là, il l'a. Puis il est en Corée. Puis sacrément, s'il perd, là, je vais me sentir mal, man. Donc Marc-André Barriault ne doit pas perdre ce combat-là sous aucun prétexte. Mais écoute, regarde, je pense qu'on peut être confiant. Faut qu'on ait peur pour le combat à Charles, même si on pense que Charles a peut-être des chances d'aller chercher ça ici et là. Faut avoir peur. Le gars, il affronte Duo Choi, c'est un des tueurs de la division. C'est un des plus durs combats qu'il peut pas avoir. Pour Marc-André Barriault, je pense qu'on peut se permettre d'être plus confiant. Cependant, il va vraiment falloir que Marc-André ait un bon game plan puis l'exécute parce que John Yun Park, c'est pas un cave, là. Tout le monde est bon dans l'UFC puis c'est vraiment un combattant coréen, dans le sens que lui aussi, ce qu'il veut faire, c'est mettre la pression sur toi, puis lancer des combinaisons en counter, puis il lance, puis il lance, puis il lance, puis il lance, puis il est bon, puis il a une bonne boxe, il est 100% boxing-centric, par exemple. Donc si Marc-André peut juste se mettre à distance, le kicker d'un jambe un peu, ça va peut-être l'aider à aller scorer des points à un endroit où il n'y a pas vraiment à s'en faire. Ça me surprendrait de voir Jong Yun Park arriver là, puis vraiment kicker Marc-André Barriault, c'est quelque chose qui fait très peu. Cependant, si Marc-André veut arrêter là et juste échanger debout avec John Yun Park, ça va être dangereux comme combat. Parce que John Yun Park va lancer punches and bunches. Puis oui, Marc-André va être le plus gros combattant des deux dans ce combat-là. Puis on s'entend, le Marc-André, sa plus grande force, c'est son physique. C'est qu'il est fort physiquement, c'est que c'est un bœuf, puis c'est un truc, puis il va de l'avant. Puis tu sais, même un gars comme Christophe Jotko, qui était beaucoup plus grand que Marc-André Barriault, a eu de la difficulté avec la physicalité de Barriault. C'est la seule et unique raison, selon moi, pourquoi ce combat-là s'est dirigé à une décision partagée, parce que c'était assez clair que Christophe Jotko, dans des échanges de techniques, battait Marc-André sur le striking, battait Marc-André dans le clinch. Souvent, c'est Marc-André qui initiait le clinch, mais finissait par se retrouver le dos contre la cage. Donc, techniquement, se faisait battre par Christophe Jotko, mais était juste physiquement très fort, puis un truc, puis une force qui va de l'avant que tu ne peux pas ignorer. Et puis ça va être son gros atout contre John Yun Park, qui est un petit middleweight, qui va avoir de la difficulté à s'imposer physiquement dans cette division-là. Puis c'est un combattant très actif, c'est un combattant qui ne va jamais arrêter d'essayer. C'est un combattant qui scramble très bien aussi quand tu le takedown, n'accepte pas les positions, un peu comme un Barriault. C'est pas quelqu'un qui, quand tu le mets sur son dos, il est genre, ah, bah, sur mon dos, puis que là, il passe 30 secondes à se demander c'est quoi son premier move. Tout de suite, essaie d'utiliser la cage pour se relever, d'utiliser des hooks, des butterfly hooks, des affaires pour pousser des hanches, scramble, essaie de revenir sur ses pieds. Très bon pour faire ça. Combattant qui travaille très très fort. Cependant, je pense que le duel physique va être non négligeable aussi. Et je sais pour un fait que c'est dans le game plan de Marc-André Barriault d'essayer d'amener ce combat-là au sol. Jong Yun Park, autant être un bon boxeur, le fait qu'il lance tellement, ça fait que c'est facile de passer en dessous pour le takedown. Puis il n'y a pas de takedown defense. Basically, c'est un très mauvais défendeur de takedown. Ça fait que moi, personnellement, j'étais assez confiant dans ce combat-là que Marc-André va respecter le game plan, va aller de l'avant, va essayer de closer la distance, va peut-être essayer de lander ses uppercuts le traditionnel dans le clinch là, il est bon pour faire du dommage. Je pense qu'il se retrouve contre un clinch fighter beaucoup moins habile qu'un Christophe Jotko, beaucoup moins contrôlant qu'un Andrew Sanchez. Donc ça va être plus facile. Là. Ça va paraître. Marc-André Barriault, l'avantage dans ce combat-là, c'est sa physicalité, mais c'est aussi son expérience. Et pour la première fois là, de sa carrière UFC, il va être plus expérimenté. Oui, ils ont le même nombre de combats. Jong Yun Park est 10 victoires, 4 défaites. Marc-André est 11-3. C'est le même nombre de combats pro à 14. Mais les deux derniers combats de Marc-André, c'était contre Jotko et Andrew Sanchez, qui sont dans les top 20 de la division. Jotko est dans le top 15. Jong Yun Park a perdu contre Anthony Hernandez, qui est un autre le gars qui vient d'arriver, qui va essayer de faire ses classes, mais il est toujours dans le bas de la division middleweight en ce moment. Donc, Marc-André va avoir vu d'autres choses dans la cage, va avoir vu de meilleurs combattants. Puis oui, peut-être que c'est un duel qui diffère, là, qui sera pas tant habitué. Ça va peut-être prendre un petit ajustement au début parce que Jong Yun Park, lui, il va y aller. Là. Il va y aller, va lancer punches and bunches, va essayer de lancer des combinaisons. Puis Marc-André est super tough, je m'attends pas à ce qu'il se fasse ébranler. Bien que Hernandez s'est fait ébranler, il faut faire très attention avec Jong Yun Park. C'est un bon boxeur, c'est un gars que si tu le laisses travailler debout, va être une tempête, va être une tornade, va être très très difficile à contrôler.
contrôler, mais son agressivité, puis peut-être son petit manque de grappling en général, fait que ça va être difficile là, pour lui de pas juste se retrouver contre la cage avec Marc-André qui est là, puis qui est plus fort physiquement, puis qui le pousse contre la cage. Puis Marc-André était capable d'aller chercher des beaux takedowns contre Christophe Jotko. Oui, il est exagéré, puis il a le powerbomb, puis il a fini en dessous. Faut pas qu'il fasse ça, ce coup-là. Il me l'a dit qu'il allait pas faire ça, ce coup-là, donc j'ai confiance en lui. Mais Marc-André a juste à le coller dans la cage, aller chercher son takedown, puis lui sacrer des coups de coude d'en face, puis pour vrai, je pense que ça va être la bonne manière de faire. Vraiment, wear on him. Ne pas courir après le finish si t'es Marc-André. Faut que tu lui fasses sentir ta force physique. Faut que tu le fasses travailler fort parce que c'est un gars qui va se battre pour sa vie. C'est un gars qui va jamais essayer de scramble. Puis je pense pas que Marc-André a vraiment le top control pour le premier takedown. On va le garder là, puis il sera pas capable de bouger. Va falloir qu'il scramble avec lui. Va falloir qu'il reste on top of him. Là, dans le fond, si le gars scramble, pogne un wrestling ride en arrière, assure-toi de garder les meilleures positions dans ces scrambles-là, puis que l'autre ait toujours ton poids dessus, ait toujours besoin de travailler pour se sortir de ces mauvaises circonstances dans lesquelles Marc-André va les mettre, puis à partir de là, Marc-André va réussir à affaiblir son énergie. Puis plus le combat va avancer, plus il va avoir de la facilité avec ses takedowns, plus il va avoir de la facilité à le garder au sol. Puis on le sait, au sol, quand Marc-André Barriault pogne une bonne position, ben il te sac des coups de coude dans la face puis il te finit. Fait que j'ai Marc-André Barriault, TKO, deuxième round, dans un pic dans lequel je suis confiant. Comme je l'ai dit, faut pas qu'il arrive là puis il fasse le con. Faut qu'il s'impose. Faut que dès que la première seconde du combat, il fasse voir à son adversaire que c'est lui le boss dans ce combat-là, puis que c'est lui qui est le plus fort physiquement puis qui va dominer l'action physiquement dans ce combat-là. Parce que s'il laisse le temps à la tempête John Young Park de s'établir, ben il va passer 3 rounds à se faire out-taguer puis à se faire out-boxer. Puis pas qu'il est pas capable de boxer avec un gars comme ça, mais Marc-André est plus un gars qui va essayer de te rentrer un bon gros punch avec ou sans setup, là, c'est peut-être un peu ça son problème depuis l'arrivée dans l'UFC, c'est qu'il set pas bien ses mains, set pas bien sa grosse overhand, fait que je la lancer naked puis son adversaire la voit venir. Donc non, Marc-André ne doit pas rester debout et boxer 3 rounds avec John Young Park. C'est pas mal la seule manière, selon moi, qui peut arriver là puis perdre ce combat-là. Donc à ne pas faire. On close la distance, on est lourd sur lui. Quand on le voit s'affaiblir, on l'amène au sol, puis on le martèle avec le ground and pound. Marc-André gagnait tellement de combats comme ça que je vois pas comment il est pas capable de refaire ça. Là, on a un test qui ressemble beaucoup plus ici à un Adams Hunter, à un Brandon Kornberger, qu'à un Sanchez ou un Jotko. Donc Marc-André, c'est à son tour. C'est à son tour, puis pour vrai, j'ai pas le choix de le dire. S'il peut pas gagner ça, ça augure très mal là, pour le reste de sa carrière UFC. Fait que Marc-André Barriault, TKO, deuxième round. Ça nous mène à un combat chez les 135 livres. C'est le premier sur la carte principale. Kyung Oh Kang, Ping Wang Liu. Mauvais match-up pour Ping Wang Liu. C'est un gars... étrangement, son dernier combat s'est fait mettre sur la défensive là, complètement par Jonathan Martinez. Ce qui est pas une bonne affaire parce que Kyung Oh Kang, c'est... Écoute, c'est Duo Choi level of crazy. Là. Pour vrai, je pense que je suis prêt à dire que Duo Choi est un combattant plus ortho que... J'ai pas le droit de dire ça, ortho, hein, de nos jours, c'est pas gentil de dire ça. Désolé, je voulais pas être méchant. Et c'est un combat, il est débile. Il est complètement débile. Et puis, je pense qu'il est plus débile qu'un Korean Zombie. Oui, Zombie a la réputation parce que c'est The Korean Zombie. Mais c'est un combattant un peu plus calculé que Duo Choi, là, entre vous et moi. Kyung Oh Kang, c'est Duo Choi et même encore plus. C'est un malade mental, littéralement. Donc si Ping Wang Liu est là, ben pour se mettre à la défensive dès que le combat va commencer, mais il va se faire passer sur le corps par Kyung Oh Kang et si Ping Wang Liu essaie d'être Ping Wang Liu et qui est donc un combattant très agressif qui va balls to the walls, mais on va avoir deux taureaux qui vont se rencontrer dans le milieu. Puis ce qui va arriver, ben c'est que Kyung Oh Kang frappe plus fort, donc on va peut-être juste taguer Ping Wang Liu, puis va le mettre sur la défensive, va essayer de le lutter, puis il va se faire soumettre. C'est comme ça que je vois ce combat-là. Kyung Oh Kang, soumission, premier round. Ça nous mène au prelim, le main event des prelims, le combat principal. C'est Cyril Gane face à Tanner Bowser de Bulldozer. Et puis j'écoute, tu sais, mon analyse de ce combat-là, sans vouloir tomber dans le MMA maths,
c'est que j'ai toujours voulu voir Tanner Bowser contre Adam Daichka parce que je pense que ça aurait été un combat très compétitif. Je pense que les deux étaient très well match. Adam et plus le power puncher qui va essayer de te plugger une grosse overhand, te faire tomber. Tanner Bowser est plus celui qui reste léger sur ses pieds. Il a pas full de power pour un heavyweight, mais un bon volume. Il est absolument gigantesque, super tough, super difficile à finir, super durable. Comme Adam Daichka, c'est pour ça que je voulais voir ce combat-là. Deux gars énormes, super tough, qui vont probablement pas se finir. T'en as un qui va essayer de frapper très fort, l'autre va essayer de travailler plus en volume, puis on va voir c'est qui va gagner. Est-ce qu'Adam va frapper Bowser assez fort pour aller chercher cette victoire-là, même s'il va sûrement lander moins de coups, ou est-ce que Bowser va manger les shots d'Adam puis lander assez de volume pour finalement aller chercher cette décision-là. Ceci étant dit, on sait tout ce qui est arrivé à Adam contre Cyril Gane et on n'a pas besoin d'en reparler, c'est assez un souvenir traumatisant que c'est ça, on n'a pas besoin de vraiment en reparler et qu'est-ce que tu veux que je dise d'autre? Qu'est-ce que Tanner Bowser va faire contre Cyril Gane? Il n'y a pas de le power pour lui faire vraiment mal. T'sais, on s'entend, la chose la plus dangereuse avec Cyril, c'est vu qu'il bouge beaucoup, qu'il des fois il aime avoir les mains basses, puis boum, 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 puis pour lander ses punches, pour aller chercher ses angles, ça fait qu'un gros maniaque comme un Rosenstruik, comme un Ngannou, peut juste laisser partir un méga power punch tout croche de ses hanches, puis s'il tag Cyril pendant que Cyril est un peu off balance parce qu'il est en train de faire un de ses moves quelconque, il peut se faire mal. Est-ce que Tanner Bowser a le power pour faire ça, pour cut Cyril Gane off guard? Non. Est-ce qu'il a la vitesse pour faire ça? Non. Cyril va peut-être même le take down puis le péter au sol. On sait pas à quoi s'attendre. Cyril Gane, on sait ce que Cyril Gane fait. Il fait tout. Fait qu'il va faire ce qu'il va vouloir dans ce combat-là. Tanner est super tough. Comme Donald Mace, comme Adam Daichka, comme tout le monde que Cyril a affronté. Donc je m'attends comme TKO deuxième round, peut-être une soumission au deuxième round aussi, on sait jamais, hein, Cyril il va peut-être pour laisser un calf slicer ce coup-là, un biceps slicer, peut-être le premier heavyweight qui va finir un twister, va être pété la colonne en deux, je sais pas, man. Cyril Gane, TKO deuxième round, c'est pas... T'sais, souvent, moi, j'ai tendance à capoter quand je vois des odds absolument ridicules chez les heavyweights parce que c'est des combats heavyweight. Dans ce combat-là, les odds sont absolument ridicules. Puis je suis 100% d'accord avec les odds. Donc, Cyril Gane, TKO, deuxième round. On va faire ça vite pour le restant de la carte parce que je sais que ça vous intéresse moyen. Sung Woo Choi face à Suman Mokhtarian. Quand tu vois le nom Mokhtarian, là, tu le sais tout de suite que ça donnera pas grand-chose de beau. Ce gars-là, c'est son frère, là, le propriétaire du gym, Askan Mokhtarian. Il n'a aucune victoire dans l'UFC. Il y a Nadia Kassem qui a eu l'air de quelqu'un pendant un combat contre à peu près la pire combattante de la division. Puis depuis, elle a l'air absolument genre pas bien préparée pour un combat de niveau UFC. C'est ça qu'on semble voir chez les combattants de ce gym-là. Puis Sung Woo Choi, ben, il s'appelle Choi, c'est un maniaque. Puis il va courir après, puis il va lancer un paquet de volume. Puis il va sûrement le battre. Fait que Sung Woo Choi par décision. Ensuite, 155 livres, on a Dong Yoon Ma, qui est Dong Yoon Kim, le maestro, là, qui a changé son nom, je sais pas trop pourquoi. Parce qu'il y a deux Dong Yoon Kim peut-être, mais l'autre, c'est pas plus trop, là, on s'entend. Tout ça pour dire qu'il affronte Omar Morales, un gars qui est un très bon counter-striker avec du bon power. Dong Yoon Ma, c'était genre le plus grand brawler des brawlers, puis on dirait que Polo Reyes, puis les combats d'après, où il s'est fait passer des KO, ils ont comme enlevé l'envie d'être ce combattant-là, puis il est vraiment redevenu un genre de grinder hésitant, puis il va se faire knocker pour le premier round dans ce combat-là. C'est rien que ça que j'ai à dire. Ensuite, écoute, les deux meilleurs combats de la carte, ça, de loin, 125 livres, Alessandre Pantoja contre Matt Schnell. Peut-être que je mettrais lui un peu après le main event, mais je le mettrais sans aucun doute devant le co-main event. Pantoja est vraiment très bon. C'est un wild man, vraiment. Je dirais un brawler flyweight, mais c'est vraiment un technical brawler. C'est pas un cave, c'est pas un gars qui dit Diego Sanchez striking his way through a fight, là, loin de là. Il affronte Matt Schnell, un gars qui s'est drôlement transformé dans les dernières années, quelqu'un qui avait beaucoup de problèmes de durabilité, même si il y a des très bons attributs, là, super grand. Je pense que le gars il mesure presque 6 pieds. Là. Il est super long, travaille bien derrière son jab. Bon striker, bien que pas vraiment puissant, donc capable de bien maintenir sa distance, mais pour quelqu'un qui est juste un mongol à la Pantoja qui va pas avoir peur de manger une straight pour rentrer dans la distance, je pense pas qu'il y a le power pour décourager un maniaque comme ça. L'affaire qui, selon moi, est le point le plus contentieux dans ce combat-là,
combat-là. C'est Pantoja qui... Il a vraiment pas peur de tout faire. Puis il a le genre... Il est un peu du genre à se puncher dans le clinch. Puis dire, ben tu sais, tant qu'à être dans le clinch, on va être complet. C'est du MMA qu'on fait ici. Puis là, whoop, il va chercher un takedown, tu sais. Et puis, contre Matt Schnell, c'est très dangereux. Parce que Matt Schnell a toute une défense de takedown qui est d'essayer une guillotine. Puis il monte son pied très très haut. Puis un moment donné, il fait juste lâcher la guillotine. Tu sais, il y a une arm-in guillotine. Là, puis un moment donné, il fait juste lâcher la arm-in guillotine, pousse le bras, puis ramène sa jambe, tombe directement dans un triangle. Il a pogné 2 gars comme ça. C'est vraiment très tricky. Puis oui, Pantoja est un black belt. Oui, il y en a vu d'autres, mais c'est vraiment tricky là, comme setup. Je comparerais un peu ce combat-là à Pantoja est une bonne black belt bien éduquée au sol. Puis Matt Schnell est genre la purple belt qui a un esti de special move qui passe à tout le monde, genre Fred Dubreuil avec sa guillotine. Là. Mais Matt Schnell, c'est ce genre de triangle-là. Il passe à tout le monde. Puis ça peut être très, très, très dangereux. Donc à ne pas sous-estimer. Moi, s'il y a un combat sur lequel je ne gagerais pas, c'est celui-là. C'est à cause de la submission game en dessous de Matt Schnell. Mais j'ai quand même Pantoja par Tegro dans ce combat-là. Je pense qu'il va être assez intelligent pour pas aller au sol. Puis... Comme j'ai dit, Schnell n'aura pas le power pour décourager Pantoja de rentrer dans son range. Et puis, ben, ça va faire mal. Ceci étant dit, on passe au meilleur combat de la carte. Devant le main event, devant le co-main event, devant les combats de nos Québécois. Pour vrai, là, je me réveille à 2h du matin. Ben, je me réveillerai pas, comme j'ai dit tantôt, je me coucherai rien que pas. Là, mais je reste debout tout simplement pour voir ce combat-là. C'est Raoni Barcelos face à Saïd Nurmagomedov chez les 135 livres. Puis en parlant de gars que même si t'es un master du range, il va s'en sacrer, puis il va leap-in avec des gros shots. C'est exactement Raoni Barcelos. C'est un malade. C'est un malade, puis il frappe fort, puis il se décourage pas. Il peut se faire outstriker dans un combat, puis il va continuer d'essayer de leap-in, un peu à la Charles Jourdain, mais comme... Il affronte pas Duo Choi. Le Charles Jourdain, s'il leap trop dans son fight, il va se faire counter hard, là. Hard. Puis ça va faire mal. Puis ça me fait un peu de la peine que j'ai oublié de le mentionner un peu dans le combat à Charles. Là. Fait que shout out à vous si vous l'écoutez encore jusqu'ici. Mais c'est un gros point là, du combat de Charles contre Duo Choi. Charles a tendance à leap in. Puis s'il leap in, il va se faire counter hard. Puis il est beau avoir un bon chin, mais quand tu te fais counter hard quand t'es off balance, c'est des fois là que tu tombes. Puis Duo Choi, quand tu tombes, c'est pas le genre de gars qui dit ah t'es correct le gros, tu veux-tu te relever, il saute puis il finit la job, t'sais. Donc ça, gros point man qui me fait peur dans ce combat là. Mais pour revenir à Barcelos contre Saïd, ben c'est exactement ça. Est-ce que Barcelos, on le sait qu'il va essayer sans cesse, parce que sans sac lui, sans sac de se faire kicker sans arrêt dans ce combat là, va essayer de leaper avec ses grosses shots, de mettre de la puissance sur Saïd, puis ça va être son way pour gagner ce combat là. Mais ben franchement, je pense que j'ai pas le choix d'y aller avec Nurmagomedov ici. Parce que le gars est un kicker, presque juste un kicker en fait, mais il est grand. C'est un genre de bantamweight de 6 pieds qui ne coupe pas beaucoup de poids parce qu'il est même fait flyweight pour certains combats. Puis il coupe pas beaucoup de poids, il est mince, il est fait très long, très longues jambes, très longs bras. Ça sert pas beaucoup de ses mains, mais c'est un kicker. Puis c'est un gars qui veut maintenir sa distance à l'aide de ses kicks. Me fait beaucoup penser à Zabit là, comme combattant. Zabit qui sert un peu moins de ses mains puis qui manque pas de cardio. C'est pas mal ça, Saïd Nurmagomedov, quelqu'un qui a absolument pas peur de spinner dans ses kicks, autant au corps, à la tête, lance une super belle variété, là, vraiment très éduqué, sa variété de kicks, puis c'est tout un lutteur, c'est ce que close la distance, c'est vraiment un très très bon lutteur, puis ça me fait un peu peur le fait que Barcelos c'est comme un ancien 145 livres qui se bat maintenant à 135, Nurmagomedov c'est un ancien 125 qui se bat maintenant à 135, fait que mon pick c'est Nurmagomedov par décision avec l'astérix que ça se peut juste que Barcelos soit juste trop fort physiquement, puis quand il leap in avec ses grosses shots ou qu'il l'épine avec un takedown. Ronnie Barcelos, je l'ai rarement vu dans un combat ne pas essayer de lutter à quelques reprises. Donc, ça me surprendrait pas que Barcelos soit juste trop gros puis trop fort puis qu'il fasse juste passer à travers les kicks de Nurmagomedov puis le drive au sol puis le contrôler là. Ça me surprendrait pas. Mais si je vais avec un combat technique pour technique sur papier, j'ai tendance à favoriser Saïd parce que je pense qu'il a un meilleur contrôle de la distance. Vraiment très bon. Tu sais, il est habitué de voir des gars c'est de leap-in avec des gros shots devant lui. C'est pas mal ça que les gens font. Les contrôle bien avec ses kicks. Puis il est un très 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 bon lutteur. Fait que je pense qu'il peut, si la différence de poids et de power n'est pas trop importante dans ce combat-là, va être en mesure de repousser la majorité des takedowns de Barcelos, selon moi. Ensuite, 115 livres, Veronica Macedo
Amanda Lemos, je suis pas vraiment prête à vous parler de ce combat-là parce que c'était supposé être Miranda Granger, puis il n'y a pas vraiment eu d'annonce, puis j'ai juste vu au weigh-in que Veronica Macedo s'était pesée, puis c'était elle qui se battait finalement. Donc, écoute, je pense que je vais aller un peu avec la même analyse que j'avais contre Granger, même si c'est pas le même genre de match-up. Là, on s'attend que Macedo va vouloir ça au sol, ce combat-là, et puis va être vraiment plus petite que Lemos, qui s'est quand même battu à 135 à son dernier combat. Cependant, Lemos a absolument aucun cardio passé le premier round. Puis ça va être le genre d'affaire qu'elle va essayer de swarmer Macedo au premier round, va peut-être avoir du succès, va se gazer out complètement, va essayer de swarmer Macedo au deuxième round, puis ça va être le genre d'affaire bizarre où Macedo finit par pull guard puis passer un armbar ou un triangle d'en dessous, là, comme elle a tendance à si bien le faire. Donc j'ai Macedo, soumission, deuxième round. Ça nous mène au premier combat chez les 135 livres, Ryan Benoit, Hailey Alateng. Et ben, ça fait juste trop longtemps que j'ai vu Benoit pour trop savoir quoi m'attendre de lui. C'est un combattant Muay Thai, genre Power Muay Thai. Il avait tendance à être puissant pour 125, bien que pas le plus rapide dans la division. Là, monte à 135, donc il va peut-être être un peu plus rapide, mais un peu moins puissant aussi. Je sais pas jusqu'à quel point ça va servir à sa game. Et puis si Hailey Alateng se bat comme dans son dernier combat, ça va être dur parce que lui tout, je comprends que c'est un combattant chinois, mais il a un peu le style de la tornade coréenne, là, d'avancer, d'aller balls to the walls, de vouloir forcer son adversaire à lancer pour lancer en combinaison comme un débile après. Donc j'ai Hailey Alateng par décision. Dans ce combat-là, ça complète mes analyses de ce combat, de cette carte de l'UFC Busan, avec 3 combats très attendus de nos Canadiens, barre oblique, Québécois, barre oblique, Français, Québécois, adoptifs, barre oblique, Albertain. Laissez-moi un like si vous avez apprécié, laissez-moi un commentaire pour me faire part de vos prédictions pour Charles, pour Marc-André, pour Bowser, pour Cyril, pour n'importe quel autre combat de la carte. Je veux vous entendre dans les commentaires. Charles Jourdain contre Duo Choi. Soyez honnête avec moi, je le sais, là, je suis 100% conscient que la majorité des gens sur ma page sont des partisans, puis que je m'attends pas à ce que genre Evan Plante vienne me dire « Hey, si Charles va se faire péter à la gueule. » Mais pour vrai, soyez honnête dans les commentaires, s'il vous plaît, dites-moi qu'est-ce que vous pensez de Charles Jourdain contre Duo Choi, principalement, parce que je pense que les deux autres combats, on peut être confortable de pick Barrio, puis que c'est pas un pick controversé. Cyril Gann, je pense pas qu'il y a vraiment beaucoup de gens sur Terre qui piquent Tanner Bowser, à part comme sa famille et ses amis. Mais bref, parlez-moi du combat de Charles Jourdain contre Duo Choi, là, ça me fascine. Je veux savoir ce que vous en pensez. Finalement, abonnez-vous à MMA Talk, tout partout sur le territoire, là, Instagram, Facebook, Twitter, le site patente, allez sur MMAtalk.ca et on se parle une prochaine fois.